Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Ludovic Subran, le chef économiste du groupe Alliance. Bonjour Ludovic, Bonjour David. comment ça va? Ça va, ça va, ça va. Bon, un jour vous venez en plateau, hein, on dit ça à chaque fois. Ouais, ouais, je suis désolé, c'est pas la bonne journée Ah, aujourd'hui. Bon, il faut qu'on parle de Choose France, de ces 56 décisions d'investissement pour un montant de 15 milliards d'euros, la décarbonation, l'IA, la finance. Tout ça a été annoncé hier. Est-ce qu'on est vraiment devenu une terre d'accueil et d'attractivité pour les grands groupes internationaux? Je pense qu'on est devenu Au-delà de la une terre communication politique autour de tout d'attractivité. ça. Ouais, ouais, je pense qu'on est devenu une terre d'attractivité pour les cols blancs à très forte valeur ajoutée qui veulent des impatriations fiscales généreuses. Donc faut voir quand même le. Moi, je pense que c'est génial, hein. Rappelez-vous qu'il y a encore quelques années, on déchirait la chemise du DRH d'Air France, hein. Et donc, ce qu'a fait Emmanuel Macron au cours des 7 dernières années pour changer l'image de la France, c'est majeur. En revanche, oui, on attire beaucoup de gens pour des raisons fiscales, en fait. Il faut juste venir Et à ça. Et, on parle des aides, des et donc, c'est subventions, super. on parle des aides fiscales, des subventions, mais comme tous les pays voisins, nos pays voisins les pratiquent aussi. Pas pareil. En Allemagne, par exemple, ils se posent la question de comment essayer d'attirer plus de gens en ayant beaucoup plus d'incitations sur l'impatriation. Parce que vous savez, depuis Lagarde puis Sapin, pendant 8 ans, quand vous revenez en France, quand vous arrivez en France sur un poste dans une belle banque américaine, vous ne payez pas beaucoup d'impôts en fait. Donc tout ça est de l'emploi quand même hautement subventionné par nos impôts futurs. Donc moi, je trouve que c'est génial. Il y a des vrais projets, notamment dans l'industrie. Je trouve qu'on est vraiment en train de créer des filières et de montrer qu'en France, on a beaucoup de subventions publiques. Mais il faut juste se rendre compte que c'est pas le fait de ramener tout le monde à Versailles qui compte. C'est le fait qu'on met beaucoup d'argent public derrière et qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont créés qui sont très coûteux en termes d'argent public. En Ben fait, c'est oui, ben juste ça parce qu'on donne. mais c'est là où on se dit 15 milliards d'euros d'investissement étranger annoncés pour 10 000 emplois créés. Je ne sais pas quels ont été les 8 000, niveaux de je crois. subvention derrière, mais ça fait cher l'emploi. Ça fait très cher l'emploi. Encore une fois, il y a des effets induits qui ne sont pas comptés dans ces emplois-là et forcément après il y a des effets d'agrégation. Donc moi je trouve que c'est génial, mais c'est vrai que derrière, en fait, la rationalité, enfin, il faut toujours se dire qu'il y a une partie de ces emplois qui peuvent partir à n'importe quel moment pour des raisons de concurrence fiscale. Et il faut aussi se dire qu'il y a une partie de ces emplois qui viennent aussi parce que les salaires sont très bas en France. Voilà. Je veux juste, moi, par exemple, les investisseurs américains dans la santé, ils disent qu'on est la nouvelle Inde. Ils disent en fait vous êtes très peu cher, on peut avoir des docteurs en nanotechnologie, en biochimie, etc., qui nous coûtent très très peu cher par rapport à ce qu'on coûterait aux États-Unis, ce qui coûterait aux États-Unis. Donc en fait, il y a un côté, on est devenu un endroit assez peu coûteux, et donc on est en concurrence avec d'autres endroits assez peu coûteux. Il y a aussi, on attire des gens qui viennent aussi, mais qui sont très mobiles en fait, et qui pourraient repartir à un changement de Oui, mais à vous gouvernement, un écouter, changement de. pardon, Ludovic, à vous écouter, tout cet argent public, au-delà du faste et des ors de Versailles, et quand on gratte un petit peu, ce que vous nous dites, c'est que finalement, c'est de l'argent public qui n'est peut-être pas si bien employé que cela, et que finalement, la France est vue, on parle sur la question des salaires, la France est vue comme un pays où les salaires sont bas, sont faibles, Là, je notamment. prends les deux positions qui servent à nuancer l'annonce en fanfare de l'attractivité de la France. Moi, je trouve que 80% de l'histoire, c'est quand même la bonne nouvelle. On est, selon plein d'indicateurs, un endroit où il y a une vraie thèse d'attractivité. On a des talents, on a des territoires, on a certainement plein de choses en plus à offrir que d'autres endroits. Mais je dis juste attention parce que il y a une partie de ces projets qui pourraient repartir, ou une partie de ces emplois qui pourraient repartir. Et la deuxième chose, il y a aussi un effet d'aubaine, enfin qui est pas enfin, un effet économique, c'est pas vraiment un effet d'aubaine d'ailleurs, qui est que l'euro est pas cher et que quand vous êtes américain aujourd'hui, vous devez choisir un endroit. Et c'est vrai que du coup, on se partage le gâteau avec d'autres endroits qui étaient peut-être attractifs avant, et que c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est aussi dû à quelque chose qui est une perte de je dirais, de valeur ajoutée ou une perte de valeur d'ailleurs pour les salariés ou pour certains emplois ou pour certaines structures en France. Donc moi, je mets juste ça en perspective, mais je pense que c'est un bon investissement, mais c'est Il de est de l'effet combien cet ruissellement. investissement? Parce qu'on parle des 15 milliards d'euros d'investissement étranger en France, et sur plusieurs années bien sûr, mais on ne parle pas combien ça va coûter aux contribuables et à l'État français, toutes les aides fiscales qui sont autour.
Bah ça, on peut assez facilement calculer puisqu'il y a les impôts sur le revenu. Moi, j'ai pas de chiffres là-dessus. Ce que je regarde, c'est le fait que beaucoup de ces sites, par exemple, de production, ont des accords avec les collectivités locales pour payer très peu d'impôts pendant pas mal de temps. Donc, en fait, on pourrait déjà sommer ça sur les revenus français, mais aussi pour ces collectivités. Et le deuxième truc, c'est ça coûte aussi en infrastructure. Donc, je ne sais pas combien Hmm. coûtent ces 15 milliards, mais je suis presque sûr qu'à l'amorçage, c'est plusieurs milliards. À l'amorçage, après, faut voir ça sur longue période, si tant J'espère que est ça que va les sites apporter plein restent de dans la rendements durée. économiques. Ouais, et puis ça va apporter plein de rendements économiques, mais encore une fois, parce que voilà, les gens sont sur place, ils consomment, ça c'est pour les traders et tous les talents qu'on importe. Pour les entreprises, ça crée des fournisseurs, ça crée pas mal d'opportunités autour de création de chaînes de valeur, mais je pense qu'il y a un effet d'attractivité qui est aussi par cet état Hmm. investisseur. Enfin, il n'y a qu'à regarder, hein, BPI France est le premier VC en Europe. Enfin, moi, je critique pas. C'est juste une méthode qui est, c'est sûr, très différente de nos concurrents, si concurrents il y a Ben, en Europe. il y a concurrence parce que Ludovic, quand on voit Tesla qui va implanter sa méga usine européenne à Berlin, Intel qui Mhm. fait pareil, BYD, constructeur automobile chinois, qui choisit la Hongrie, on se dit que la France peine à attirer les plus gros, les plus grands projets. C'est vrai ou pas ça? Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tous les cas, on est sur des choses, on est sur des secteurs où les exemples que vous donnez, ce sont des exemples où on a déjà perdu une grosse partie de l'appareil productif au sens large qui permettrait d'attirer ces géants-là. Après, je leur souhaite bonne chance pour trouver les gens pour travailler dans leur usine Tesla à Berlin. Enfin, franchement, il y a tellement de pénurie d'emplois. Enfin, de main-d'œuvre, qu'ils vont avoir aussi des sujets. Donc, je ne sais pas si on peine à attirer les gros, mais on attire dans des secteurs sur lesquels on a vraiment un avantage comparatif. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça augmente ce qu'on sait faire. Euh, et, euh, et après, de manière générale, hein, le vrai sujet, c'est pas les 15 milliards annoncés aujourd'hui, c'est euh, combien les entreprises françaises peuvent bénéficier de ces effets d'entraînement-là, quoi. Et ça, c'est une grosse question. L'autre grosse... Parce que, ouais. parce on a encore plein de sujets. Enfin, on a les élections européennes dans un mois et on a encore des sujets de prix de l'électricité, on a encore des sujets d'épargne qui ne va pas au bon endroit. Donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est enclencher une dynamique positive. On n'a quand même pas BZF de croissance, vous voyez. Et donc, on n'a pas un cycle d'investissement des entreprises hein, sur le territoire qui soit incroyable par rapport aux entreprises américaines, par exemple. Ouais. Donc, moi, c'est plutôt ça qui m'intéresse. C'est est-ce que l'attractivité permet d'avoir une dynamique endogène de croissance pour un pays comme la France? Et Et ça, la il faut un question, peu elle se plus de regarde, temps. vous avez raison, et la question se pose aussi au travers, indirectement, des emplois industriels. Le gouvernement se targue d'avoir créé en net 130 000 emplois industriels depuis 2019. Est-ce qu'on peut dire Ouais. qu'on a inversé la tendance en France où on se dit que ces créations de 130 000 restent marginales eu égard aux 2 millions d'emplois industriels qui ont été détruits en 30 ans? Non, moi, je pense que c'est très bien d'avoir inversé la tendance. Après, encore une fois, ce sont des emplois qui, d'une façon très indirecte, sont très subventionnés, en fait. Donc, il faut juste que ces emplois soient vrais et permanents. Et je pense que c'est le pari. Le pari, c'est de dire, en fait, si vous amorcez la pompe, les emplois industriels, c'est la fameuse phrase qu'on utilise souvent, hein, vous pouvez bouger le soliste, mais vous ne bougez pas l'orchestre. Donc, une fois que vous avez réimplanté une entreprise, par exemple, de voiture, et que vous avez des gens qui travaillent ensemble et qui savent faire un process d'équipementier automobile, ben, en fait, vous n'allez pas fermer l'usine du jour au lendemain pour la remettre en Pologne ou je sais pas moi, en Thaïlande. Et donc ça, c'est un peu le pari qu'on fait, c'est que les emplois industriels sont beaucoup plus collants que les emplois serviciels. J'espère que c'est la vérité, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas encore vu ça, ou du moins une des raisons pour lesquelles ces emplois-là sont là, c'est parce qu'il y a toute une série d'incitations fiscales. Hum. Et qui ont commencé avec le plan de relance, où on met beaucoup d'argent. Après, on partait de très loin en termes de coûts de la production, hein, les fameux impôts de production. Depuis Stoleru, on avait un déficit de compétitivité majeur. Donc, on a rattrapé, je pense qu'on a vraiment inversé la tendance. Et puis, l'image joue son rôle aussi sur le soft power français. Donc, moi, je pense que c'est bien, même si ça paraît pas beaucoup, qu'on ait inversé la tendance. Mais encore une fois, les autres font pareil.
Et donc, est-ce que ça veut dire que nous, on devra doubler la mise sur les incitations fiscales, parce que tout ça est forcément très rationnel et très mobile, puisqu'il y a d'autres concurrents, ou est-ce qu'à un moment donné, on crée un truc qui est tellement franco-français qu'on arrive à les garder et avoir une rationalité économique qui vaut le coup pour le contribuable? Et ça, c'est un peu la question à Oui. plusieurs milliards qu'on doit se poser d'ici 4-5 ans. Oui, à plus court terme et de manière plus conjoncturelle, Ludovic, est-ce que la machine économique française redémarre cette année, enfin en ce printemps, en douceur? On a eu les chiffres de création d'emplois, 50 000 créations de postes au premier trimestre, des salaires en hausse de 3,3% sur un an, un point de plus, 1,2 point de plus que l'inflation, le déficit commercial qui se réduit un petit peu, la balance courante qui est dans le vert. Voilà, est-ce que ça redémarre même timidement en France? Je pense que ça redémarre parce qu'on va avoir ce qu'on appelle un effet réel sur les revenus, c'est-à-dire que l'inflation va monter moins que les salaires, que la croissance des salaires, et donc ça devrait libérer un peu de consommation. Et puis de toute façon, on a des taux d'épargne records, donc il y a de grandes chances. Alors c'est pas, ça va pas redémarrer en grande pompe aussi parce qu'il y a ces questions d'emploi et notamment de productivité qui occupe beaucoup l'esprit, hein, ce déficit de productivité qui devrait se traduire potentiellement par un retour du chômage qu'on a déjà vu un peu rebiquer depuis le début de l'année. Mais moi, je suis plutôt sur la résilience, je suis plutôt assez optimiste. Après, on a, on n'a pas forcément une accélération de croissance parce qu'on est en guerre et que du coup, on a ces incertitudes sur la dimension énergétique parce qu'il y a des incertitudes sur le futur de l'Europe et sa lutte contre le changement climatique, parce que la rivalité sino-américaine, le retour de Trump. Donc il y a quand même beaucoup d'angst. Moi, je trouve que le taux d'épargne qu'on voit si haut, il est quand même assez symptomatique de crainte sur les effets richesse négatifs à cause de l'immobilier, de ménages qui ont peur pour leur protection sociale. Enfin, il y a un manque de confiance. Donc ça, je pense que ça va pas, on va pas avoir une épiphanie et puis la confiance va repartir très vite et la conso repartir très vite. En revanche, on a un effet mécanique sur la conso qui est cet effet réel avec une inflation qui baisse et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc oui, la croissance française va tenir sur la deuxième partie de l'année. Dans l'actualité également, Ludovic, je voulais vous faire réagir sur, alors pour l'instant, ce n'est pas encore une information, mais il se pourrait que Joe Biden annonce aujourd'hui, demain, cette semaine, un durcissement très fort des droits de douane sur les produits, sur certains produits clés chinois, notamment dans la transition énergétique, voitures électriques, minerais critiques, batteries, panneaux solaires. Et il se murmure d'une mesure choc qui pourrait être annoncée sur les voitures électriques, taxées aujourd'hui à 25%, qui passerait à 100%, quadruplement de la taxe. Vous en pensez quoi? Plein de choses. Sachant qu'aujourd'hui, C'est on n'est pas politique. dupe. Aujourd'hui, les importations de voitures électriques chinoises aux États-Unis, c'est quelques milliers de voitures sur 15 millions de véhicules vendus. Mais le message politique est très fort. Ah oui, c'est politique. C'est pour faire la nique à Trump, en fait, hein, puisque lui a dit qu'il allait augmenter à 30% les barrières douanières sur les produits chinois. Donc, c'est une façon de chasser sur ses terres. Ça n'a pas beaucoup d'effet sur les Américains, vu de leur faible dépendance pour les modèles électriques. L'Europe peut pas faire la même chose parce que nous, ça tuerait complètement une partie de l'industrie automobile en pleine mue, notamment en Allemagne. Parce que nous, on est Pourquoi? beaucoup plus Pardon, dépendants. pourquoi si Parce qu'on est beaucoup plus l'Europe dépendants surtaxe les critiquement. importations chinoises? Parce que, par exemple, la balance commerciale bilatérale sur certains intrants critiques autour de la batterie électrique automobile entre la Chine et l'Allemagne s'est inversée. C'est-à-dire que la Chine importe beaucoup plus vers l'Allemagne que l'Allemagne n'importe vers la Chine. Donc, en fait, la Chine est devenue un intrant critique dans l'auto verte européenne, et notamment en Allemagne. Donc, en fait, si nous, on fait la même chose, bah, les constructeurs, les marges, ça marche plus. Et puis, Pourquoi? Parce que vous la imaginez Chine ne nous alimenterait plus en métaux critiques indispensables à la bah, fabrication des batteries. elle fera forcément des mesures de rétorsion. Vous lui mettez pas 100% de droits de douane sans qu'elle dise bah, Mais écoutez, les, moi ah aussi, on oui. vous met. Mais les Américains, quand ils fabriquent des voitures électriques, ils ont besoin aussi du lithium ou des produits. En fait, ils ont diversifié beaucoup mieux que nous leurs approvisionnements. Et encore une fois, les détails vont venir aujourd'hui, mais je pense que le lithium ne sera pas dans les barrières douanières, en fait. Ils vont mettre les trucs qui sont beaucoup plus avancés que les choses originales. Alors après, les Chinois peuvent décider de mettre des barrières sur les choses un peu plus hautes dans la chaîne. Mais voyez, ça va être un jeu de dupes comme ça. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est que fait l'Europe? Parce qu'en fait, ça fait plusieurs années maintenant que les États-Unis nous disent, vous avez fait une grosse erreur
de ne pas vouloir jouer avec nous à la guerre commerciale sur les voitures avec l'Europe. Moi, je me rappelle d'une conférence à Francfort où quelqu'un de l'administration Biden me dit je suis surpris de voir BYD, Cosme, toutes ces entreprises avec pignon sur rue à Francfort, dans une des capitales en fait de l'auto, ou du moins de l'Allemagne, quoi. Et il dit c'est dommage que vous n'avez pas voulu vous aligner avec nous là-dessus, vous allez devoir le faire. Et parler 2 jours après avec la conseillère de la présidente von der Leyen qui me dit on fera jamais ça en fait. Parce que nous on veut une troisième voie. Et 3 jours après, parler à un industriel qui me dit on part vers des quotas à la japonaise sur les voitures. Donc vous voyez, en fait, le problème, c'est que l'Europe se retrouve complètement coincée. Les États-Unis commencent à titiller cette guerre commerciale sur les voitures, parce que c'est tellement politique, et puis c'est chargé, et puis c'est le timing avec la Chine. Et nous, on va devoir regarder le match, mais si on commence à vouloir mettre des barrières douanières additionnelles ou des quotas, en fait, on se met à l'amende parce qu'on n'a pas diversifié assez. On est en processus de diversification. Mais en fait, on veut pas forcément aujourd'hui jouer le protectionnisme et le souverainisme comme les Américains sur des sujets sur lesquels notre balance commerciale est mal orientée. Donc oui, c'est un vrai sujet. Comment l'Europe en sort par le haut? L'Europe en sort par le haut, la Commission, puisque c'est des élections, il faut regarder, parce que je sais qu'en France, on est très agité par les passions tristes, puisque ces élections semblent beaucoup plus faire parler les sujets de société sur lesquels l'Europe n'a aucune compétence que les sujets économiques qui sont dans le cœur de l'Europe. Je ne vais pas m'apesantir sur le sujet, mais en fait, le vrai sujet de cette commission, c'est qu'est-ce qu'elle fait sur les sujets économiques, en fait. Et donc, la réponse de la commission en place, qui restera certainement la voie dominante, c'est on diversifie, on diversifie, on diversifie. Donc, on ne fait pas de protectionnisme. On est mercantiliste jusqu'au bout et donc on diversifie. Donc, il faut diversifier très vite. Enfin, on est mercantiliste, mais on ne se bat pas à armes égales. Je ne sais pas si on se voit pas à armes égales. En tous les cas, c'est plus inflationniste que pour les Américains et on doit trouver une troisième voie parce qu'on ne peut pas antagoniser la Chine comme les Américains. On est beaucoup plus dépendant sur l'industrie. Parce que, pardon, modèle, mais sur une voiture électrique, il y a un écart, je crois, mémoire, de au moins 20 ou 30 000, au moins 20 000 euros par rapport à une voiture construite et fabriquée en Chine. Oui, et donc c'est pour ça, je pense qu'on se dirige vers des quotas, en fait. Moi, je pense que encore une fois, on peut diversifier, mais ça ne va pas assez vite. Regardez les discussions sur le CETA. Enfin, ça va repartir. Une fois que les élections seront passées, on va repartir sur des discussions d'accords de libre-échange, mais ça ne va pas assez vite. On a le Chili, on a des choses, on a des partenaires qu'on peut activer pour avoir des alternatives à la Chine, mais ça ne va pas assez vite. On peut mettre des barrières protectionnistes un peu, mais c'est très coûteux pour le consommateur. Et on peut en effet avoir quelque chose qui est un mix un peu avec certains quotas, mais on va être obligé d'avoir une partie des voitures électriques parce qu'on ne peut pas mégoter sur notre ambition climatique, en fait. Donc oui, l'Europe, moi je trouve que c'est, je ne sais pas si c'est s'en sortir par le haut, mais en tous les cas, clairement, il faut qu'on s'assure que la population européenne comprenne que la voiture électrique, elle va coûter plus cher si elle est fabriquée en Europe, qu'on aura certainement des voitures électriques chinoises et ça va, c'est pas grave. Mais que c'est comme ça qu'on résout. C'est au détriment de nos emplois, de notre industrie automobile et des emplois en Europe. Ça peut aussi créer des emplois, en fait. Ça peut aussi en créer des emplois et ça peut aussi faire travailler différemment l'industrie par des partenariats, des choses comme ça. Avant de se quitter, Ludovic, il faut qu'on parle de la Fed parce que je lisais cette enquête menée par Reuters auprès d'une majorité d'économistes, auprès d'économistes, dont une majorité voit 2 baisses de taux cette année de la Fed, une en septembre et une autre novembre ou décembre. Vous en pensez quoi? Parce qu'il y avait ce scénario depuis un an. Donc nous, on est très contents. C'est exactement notre scénario. Parce qu'il y a eu beaucoup de doutes. Certains investisseurs, il y a encore quelques jours, imaginaient qu'il n'y aurait même plus de baisse de taux. On a eu des chiffres, on a eu la croissance qui a décéléré, on a eu les créations d'emplois qui ont décéléré. Ça redonne du crédit, ce scénario de baisse de taux? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les marchés sont perdus parce que c'est le tâtonnement monétaire, la dépendance aux données. Ce qui est sûr, c'est que l'économie américaine surprend chaque semaine. Moi, j'ai parlé à plusieurs officiels de la Fed qui me disent ça. Ils me disent on est très surpris. Un coup, c'est à cause de l'immigration, un coup, c'est à cause de la dépense publique, un coup, c'est ceci, cela. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une dynamique américaine qui n'a rien à voir avec la dynamique européenne. Donc, il y a une surchauffe qui est encore là. Mais moi, je pense que la Fed va être obligée
de couper pour des raisons de coût du crédit, notamment du fait que ça va commencer à coûter trop aux entreprises et qu'on va avoir des défauts sur le crédit entreprise, en plus de ce qu'on peut voir sur l'immobilier. Et on ne peut pas avoir 3% de croissance et 4% et 5% de taux d'intérêt. Ça ne marche pas, quoi. Donc moi, je pense qu'ils vont couper. Après, c'est une trajectoire de coupe très difficile. Pour résumer, parce qu'il y a des élections au milieu. Donc, s'ils commencent trop tôt, c'est pas possible parce qu'il y a encore trop d'inflation. Trop tard, ça sera au milieu des élections. Et donc, on les accusera d'avoir donné à Biden ou à Trump. Et si Trump est élu, Trump est reflationniste par construction. Entre la déportation massive de 7 millions d'immigrants, les barrières douanières et le fait je pense qu'il ne croit pas vraiment à l'indépendance de la Fed, on risque de se retrouver avec un scénario de coupe qui commence mais qui ne peut pas finir sur tout 2025. Et en 2026, il y a un nouveau chairman pour la Fed. Donc, c'est pour ça que dans le scénario Trump, en fait, il y a plein de choses sur la politique commerciale. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est un scénario à la années 70 ou années 90 à la Fed, et donc des gros sujets sur les marchés. Et donc, la Fed, moi, je pense qu'il faut qu'elle fasse un peu pour éviter d'être complètement coincée si c'est Trump qui revient. Et il faut qu'elle fasse un peu aussi si on pense qu'elle veut aider Biden. Donc, en fait, c'est très politique. Mais même économiquement, moi, je trouve que rester au taux actuel, c'est compliqué. Et nous, en Europe, on a besoin que la Fed amorce la coupe, même si c'est 3 mois. Parce que sinon, l'euro, enfin, vous avez vu déjà comment il dégueule, mais surtout, on aurait vraiment des sujets de découplage très forts et donc une fuite de capitaux encore plus importante, quoi. Et ce qu'on voit déjà, d'ailleurs. Et c'est pour ça que, enfin, c'est pour ça, non, mais en tout cas, on a compris, et Christine Lagarde l'a confirmé, que la BCE va faire le boulot dès le mois de juin. Oui, parce que c'est déjà le moment en Europe. Vous voyez le niveau de croissance dans lequel on est. Je pense qu'en Europe, on a compris que les chocs successifs auxquels on est soumis, malheureusement, sont plus récessionnistes qu'inflationnistes, en fait. Et donc, je pense que oui, c'est le bon moment pour amorcer la baisse de taux. Je pense que la baisse de taux en zone euro va être aussi très graduelle. Nous, on a 2 baisses seulement d'ici la fin d'année. Okay. Vous voyez, on reste sur un différentiel de taux d'intérêt qui est autour d'un point, 1,5 point. Donc, ça ne crée pas plus de pression sur l'euro que ce qu'on a déjà vu, quoi. Dernière question, le scénario adverse, le scénario risqué, entre guillemets, pour les marchés, pour les prochains mois, semaines et trimestres, c'est ce tâtonnement monétaire? Bah oui. L'économie américaine, elle a géré vraiment avec l'argent public. La seule raison pour laquelle il y a ce no landing, c'est l'argent public. 8% de déficit, vous achetez tous les risques de défaut possibles, quoi. Il y a vraiment quoi qu'il en coûte en continu maintenant. Et donc l'idée, c'est Trump revient et rebaisse les impôts. Donc ça remet un sou dans la machine. Si Biden reste, lui a déjà promis une hausse des impôts assez forte. Les gens parlent de Super Bowl des impôts. Donc, je pense que ça va arrêter un peu la musique. D'où l'intérêt que la Fed commence sa baisse de taux. Ce qui peut vraiment souffler les marchés, je pense, c'est Trump revient. C'est positif pour l'économie américaine, c'est positif pour les marchés actions, c'est positif pour le dollar, puisqu'il annonce des baisses de taux, et puis on l'a déjà vu une fois, donc on sait ce qu'il fait. Mais il joue trop avec le feu sur la Fed. Et je sais pas, moi, imaginez un scénario où il propose Ivanka Trump comme chairwoman de la Fed. Ça, je pense que ça poserait de vrais sujets sur la crédibilité de la Fed et donc du dollar. Et comme aujourd'hui, c'est ça qui tient la performance des marchés, y compris en Europe. Nous, les corrélations entre le crédit Europe et la Fed est plus importante qu'entre le crédit Europe et la BCE aujourd'hui. Donc, il y a vraiment un vortex américain. Donc, la Fed ne peut pas se louper sur la baisse de taux. Et Trump peut grandement l'en empêcher. Sauf que, et c'est là, on finit là-dessus, mais sauf que si Trump est reflationniste par construction et ça va créer de nouveau des tensions et ça peut empêcher la Fed de poursuivre ses coupes de taux sur 2025. Jusqu'en 26. Et donc, c'est pour ça qu'en 26, Trump décide de mettre quelqu'un de pas crédible du tout à la tête de la Fed. Il lui ordonne de baisser les taux très vite. Et là, le dollar perd toute forme de crédibilité. Et donc, avec lui, les obligations trésor américaines. Et donc, ça crée un scénario un peu à la 2008, quoi, ou à la 94. Enfin, on peut tirer des parallèles dans l'histoire récente assez fortement. Donc, oui, pour moi, c'est ça c'est un black swan, mais c'est un éléphant gris, quoi, parce que c'est quand même assez probable aujourd'hui. Allez, merci beaucoup. Merci pour cet entretien. Merci, David. Toujours sympa de discuter avec vous, chef économiste du groupe Alliance, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Salut.